Bonjour et bienvenue pour ce 16e épisode d'une histoire de l'informatique moderne. Alors cette fois, on va aborder la naissance, les premiers pas du réseau Internet qui à l'époque ne s'appelait pas encore Internet. Voyons ça. Alors ça commence avec Robert Taylor, qu'on voit ici en photo, qui est le patron de l'IPTO. L'IPTO, c'est Information Processing Technique Offices, qui a été créé par l'ARPA en 62, et Bob Taylor a un problème parce que dans son bureau, il y a 3 terminaux différents pour pouvoir se connecter à des ordinateurs qui sont situés à Boston, Berkeley et Santa Monica. Et évidemment, chaque terminal avait sa propre procédure de connexion et ses propres commandes, etc., etc. C'était l'enfer. Donc évidemment, l'utilité d'une rationalisation sautait aux yeux. Et c'est comme ça que Bob Taylor a décidé de lancer un projet de réseau unique et hétérogène, c'est-à-dire en acceptant tout type de machine. Mais évidemment, si on accepte tout type de machine, comment on fait pour les interfacer ? Très vite, on va être confronté à une complexité croissante, un mur de la complexité. Et c'est pour ça que Wes Clarke, un des collaborateurs de Bob Taylor, a proposé de mettre l'interface sur un ordinateur dédié qu'il a appelé l'IMP, Interface Message Processor, et c'est le seul qui serait directement connecté au réseau et interfacé avec chaque ordinateur. Comme ça, le problème était ramené à un niveau de complexité beaucoup plus facile à maîtriser. Donc bon, très bien, il faut déjà définir quel va être l'IMP. Donc il choisit un mini-ordinateur fourni par Honeywell et il cherche un prestataire pour bâtir les premières branches du réseau. Et à ce moment-là, ils s'aperçoivent que tous les opérateurs de télécom ou tous les grands acteurs de l'informatique ne sont pas du tout intéressés par ce projet. C'est finalement une société de services, BBN, qui décroche le contrat dont personne ne veut dans un premier temps. Ça, c'est de la... Il n'y a rien à dire, il y avait des visionnaires à l'époque. Alors, le principal mérite des techniciens de BBN, c'est d'avoir fait confiance au principe de la commutation de paquets qui commençait à apparaître. Il y avait Davis et Baran, un Américain et un Britannique, qui à une réunion de l'ACM avait introduit la notion de commutation de paquets, qui était beaucoup plus logique que la commutation de circuits, puisque comme on le voit sur le schéma, bon évidemment c'est très simplifié, mais la commutation de circuits, ça impose de bloquer une ligne physique pendant l'échange. Alors qu'évidemment la commutation de paquets, tout le monde peut utiliser la ligne et on fait le tri des paquets à l'arrivée. Alors cette notion de commutation de paquets a connu un certain succès au fur et à mesure, puisque par exemple en France, le réseau expérimental Cyclade était également basé sur la commutation de paquets. Alors Cyclade est un peu connu parce que son leader était Louis Pouzin, qui a été mis en avant comme étant le Français qui aurait pu inventer l'Internet. Bon, à mon avis, c'est un peu exagéré, même si ses contributions ont été ensuite appréciées et mises en avant par les pionniers de l'Internet. Bon, revenons à nos premiers pas d'ARPANET. Là, ils font tout, différemment des réseaux de télécom, des principaux acteurs de l'informatique du moment. Et ils ont raison. Ils ont eu raison de faire différemment parce que les DEC et IBM sont enfermés dans une idée très propriétaire, c'est-à-dire qu'ils font un réseau uniquement pour leurs machines. Bon, ça peut se comprendre. Et ils se plient au dogme des telcos qui disent il n'y a que la commutation de circuits qui marche bien, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Mais heureusement, ARPANET n'est pas parti sur ces bases-là, et c'est heureux parce que c'est grâce à ça que ça a marché. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut situer les tout débuts effectifs, les premiers essais, la première expérimentation du réseau ARPANET, qui à ce moment-là était très réduit, dans une salle du campus de UCLA. En octobre 69, il y a eu la première connexion
entre un ordinateur situé à UCLA et un autre qui était situé à Stanford. Donc c'est dans la salle 3420 du campus de UCLA qui a été gardé pratiquement à l'identique. C'est très intéressant parce que là on a un artefact préservé, physique, visitable des débuts d'une étape énorme de l'évolution de l'informatique. Bon, évidemment, au début, c'était pas grand-chose parce que des liaisons, il y en avait très peu. Il y en avait une entre l'UCLA et puis Stanford, on l'a dit. Une autre avec l'Université de l'Utah. Bon, ça, c'était vraiment les tout débuts. Et évidemment, le premier test, il s'agissait simplement de taper login et de voir si de l'autre côté, on voyait le login et puis les ordinateurs ont craché. Mais bon, c'était la toute première expérimentation, donc c'était pas abusif que ça plante tout de suite. À partir d'octobre 72, on commence à rentrer dans les choses sérieuses, puisque à l'occasion de la conférence internationale sur les ordinateurs et les réseaux de communication, l'ICCC-Net, donc, en octobre 72, donc, il y a eu une grande démonstration, la DARPA, donc avant ça s'appelait ARPA, puis après ils ont rajouté un D pour défense, a fait la démonstration d'ARPANET. Alors, par contre le nom n'a pas changé, à l'hôtel Hilton de Washington. Ce coup-ci, ils ont pu se connecter à 29 ordinateurs différents disséminés sur le territoire américain et utiliser diverses applications. Et donc à ce moment-là, les professionnels qui assistaient à la conférence ont pu découvrir que la commutation de paquets, ça fonctionnait et qu'on pouvait faire en sorte que des ordinateurs différents, radicalement différents, puissent échanger des données, des programmes et des résultats. Tout ça grâce à des liaisons à 50 kilobits seconde, ce qui était bien pour l'époque, mais encore à peu près raisonnable. Donc ça, c'est octobre 72. Pour la première killer app d'ARPANET, sans surprise, c'est la messagerie. Alors la messagerie n'a pas été inventée par ARPANET, elle existait chez IBM, chez DEC, etc. Mais dans le cadre d'ARPANET, c'est Ray Tomlinson, le barbu qu'on voit là, qui en mars 72 a écrit les programmes, donc Send Message et puis Read Mail, qui ont permis de bâtir une véritable messagerie sur ARPANET. Puis là, on voit une photo, pas authentique, mais une photo d'écran en quelque sorte du premier message envoyé par Ray Tomlinson en octobre 71, où il dit pas grand-chose en vérité. Et Ray Tomlinson est resté célèbre parce que c'est lui qui a inventé qui a décidé de l'utilisation de l'arrobase, le @ de l'adresse email, parce que comme il inventait tout, il était obligé de prendre toutes les décisions. Et donc la toute première adresse d'email de l'histoire, c'est la sienne, Tomlinson @bbn-tenexa. Et à partir de là, les choses sont allées assez vite, puisque dès 1973, une étude révèle que le courrier électronique représente déjà 75% du trafic en volume sur ARPANET. Là, on va encore un petit peu plus loin, cette fois en mai 78, et c'est le tout premier spam envoyé par Gary Twerk, là qu'on voit à côté, qui dit I love spam. C'est un commercial de digital en fait qui a envoyé une invitation à 393 personnes pour découvrir la nouvelle machine de digital le 2020 à l'époque. Et ça a été considéré comme le premier courrier non désiré, indésirable, donc le premier spam. Évidemment, avec le progrès arrive toujours la contrepartie du progrès. Donc ça, c'est vraiment les toutes premières étapes de la naissance de l'Internet, qui à ce moment-là, comme je l'ai dit, ne s'appelle pas encore l'Internet. On va utiliser sans doute plusieurs épisodes pour décrire cette histoire passionnante, fascinante, évidemment, et puis surtout super importante dans le cadre de l'évolution de notre informatique moderne. Voilà, un épisode court, ça fait du bien.
Merci pour votre attention et merci pour votre fidélité. À très bientôt pour l'épisode suivant.